invités, l'honneur m'est choix de présider notre panel de ce jour. Choix qui, à mon avis, ne pourrait se justifier que par ma qualité de doyen et la considération que nous les Africains vouons à nos aînés. En effet, d'autres collègues ici présents, aussi bien avertis de la question, pourraient être à ma place. Le thème de ce panel, par sa pertinence, nous invite à visiter l'histoire de l'assurance africaine, à évaluer ses activités et définir sa stratégie pour l'avenir. Dans nos pays en développement, où le besoin de financement et de participation au développement de l'économie est important, l'assurance a un rôle privilégié de mobilisation d'épargne pour le financement des investissements. Conscients de ce rôle que joue l'assurance, la plupart de nos États, de leur accession à l'indépendance, ont, par des lois et décrets, inspirés de la réglementation française, mis en place des organes de contrôle et encouragé la création de sociétés de droit national. C'est ainsi que dans nos marchés, des sociétés de droit national furent créées et se sont substituées progressivement aux agents des sociétés étrangères à la faveur de mutations intervenues dans nos pays avec l'aide et le soutien de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CUNICED. Parmi ces mutations, on peut citer dans l'espace FANAF la création en 1962 de la Conférence internationale des contrôles d'assurance, la création en 1992 de la Conférence des marchés d'assurance CIMA avec pour objectif la mise en place d'un régulateur du secteur des assurances commun aux pays membres avec un marché unique et intégré. Ainsi, la création en 1976 de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine en cas de coopération et d'échange entre les compagnies africaines qui a permis de promouvoir une véritable industrie africaine de l'assurance et de la réassurance. Mesdames, Messieurs, ces mutations ont permis à notre secteur de connaître une réelle expansion avec la création ou la consolidation dans l'espace ouvert de la CIMA, de la FANAF, comme le soulignait dans son discours le président de la FANAF, près de 200 sociétés qui totalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1000 milliards et placent plus de 2500 milliards de francs CFA dans les économies de nos pays. Si ces avancées sont à saluer, une comparaison aux principaux indicateurs de l'assurance, notamment le taux de pénétration et la densité avec d'autres marchés plus matures d'Afrique du Sud et du Nord, montre qu'un gros effort reste à faire tant en termes de profondeur de marché que de la contribution au financement de l'économie. Notre panel d'aujourd'hui permettra, j'en suis sûr, d'en proposer des orientations. Et pour animer ce panel, vous avez fait appel aux hommes qui sont avec moi autour de cette table, des hommes bien connus du monde de l'assurance, de la réassurance, qu'on ne présente plus, qui ont marqué l'histoire de l'assurance africaine par les actions qu'ils ont menées pour son émergence et son développement. Mais pour sacrifier à la tradition, je me dois de vous les présenter. Ce que je vais faire au fur et à mesure que je donnerai à chacun de la parole. Mais vous me permettrez de ne pas trop m'attarder sur leur CV riche en diplômes de très haut niveau
et d'expérience avérée. Ainsi donc, je vais présenter donc les animateurs de ce panel et je vais commencer par ma droite. Tout d'abord, M. Padedienne, président du groupe Sonam, groupe Sounou, excusez-moi, M. Joss, l'habitude est là, président du grand groupe Sounou qu'on connaît très bien, qui traitera d'un marché et de société de droit national dans le cadre d'une économie de monopole, dans le cadre plutôt qui traitera la création des marchés et des sociétés de droit national dans un contexte d'une économie libérale, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, etc. Monsieur John, je vous donne donc la parole pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci au président de la FANAF qui m'a invité pour cette participation auprès du doyen Djuldé. Le doyen Djuldé qui m'a accueilli en 1979 à Dakar, 3 années après la création de la FANAF. Et depuis cette date, je n'ai pas manqué à une seule des assemblées générales de la FANAF. Les séances se tenaient à Dakar et je faisais à côté de Bakary Camara mes armes auprès du président Djuldé Niane. Il nous, à l'époque, réservait un accueil très chaleureux. Voilà. Pour en venir au sujet, je voudrais tout d'abord revenir sur un passage de la présentation du président Djuldé Niane, s'agissant de l'historique, que quand on est arrivé sur le marché, effectivement, il n'existait que des agences, des entreprises françaises pour ce qui est de la zone francophone à l'époque. Et c'est à la conférence LACNUSED à Santiago de Chili en 1972 que l'idée de création de sociétés de droit national a émergé. Alors, de sorte que des filiales comme l'UAP qui était l'émanation de l'urbaine, de l'Union et de la Séquanaise, les AGF ont tout simplement transformé les agences en sociétés de droit national, en essayant d'y associer quelques Africains dans le capital social. Mais comme les Africains étaient démunis, c'est l'État qui est venu à côté de ces sociétés. Et pour la création de ces filiales, je l'avais remarqué à l'époque, bien que étant très jeune dans le métier, les sociétés ont tout simplement pris dans leur bilan, au passif du bilan, ils avaient un compte siège social. Ils ont pris ce compte, ils l'ont remonté en haut du passif et c'est devenu le capital social de la société. Et ils l'ont ouvert à l'État en lui donnant parfois à titre gracieux une participation. Et c'est ainsi que des sociétés de droit national se sont créées dans la plupart des pays sans qu'il y ait un apport d'argent frais dans ces sociétés. Et cet art-là s'est poursuivi parce que c'est un héritage qui est très lourd. On est parti avec des sociétés de droit national qui étaient extrêmement faibles et dans lesquelles on ne trouvait pas en général de particuliers. Et c'est là que je voudrais saluer l'initiative du président Niane, parce que je pense qu'il a fait partie des premiers Africains à regarder et à dire que ça ne va pas. Et sous la forme d'une mutuelle, il a commencé à constituer quelque chose.
qui perdure jusqu'à présent. C'est le groupe SONAM, qui a été un exemple pour nous tous. Et puis, je suis arrivé personnellement en Côte d'Ivoire, envoyé par le groupe SIGNA, le groupe ANA des États-Unis, pour créer la Colina. Et j'ai toujours constaté que les sociétés de droit national étaient extrêmement faibles. J'ai demandé aux Américains d'ouvrir le capital social à des partenaires ivoiriens. Et quelle ne fut pas ma grande surprise de constater qu'il y avait une totale inculture en matière de participation d'entreprise. Parce que les personnes que j'ai approchées m'ont dit « D'accord, nous voulons entrer dans le capital social, mais vous nous faites un portage. Vous nous faites un portage et au moment des dividendes, notre part des dividendes, vous le gardez et en ce moment-là, on devient actionnaire. » Mais je leur ai dit, si c'est ça, mais tout le monde peut être actionnaire dans une société, quoi. Hein? Alors, du coup, personne n'a pu entrer dans le capital parce que personne ne pouvait payer sa participation dans le capital. C'est pour vous dire tout simplement que les sociétés de droit national dans la partie francophone du continent africain se sont constituées avec beaucoup de difficultés. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de législation des assurances, chaque pays héritant de la législation française, parce que jusque dans les années, jusqu'à la création de la CIMA, c'est la loi du 13 juillet 1930 et le décret 38 de RAP qui étaient en cours. La loi du 13 juillet 1930, c'est la loi qui régit la relation entre la compagnie d'assurance et les assurés. Et le RAP, le règlement d'administration publique, c'est ça qui régit l'organisation de la société. D'ailleurs, les gens croient que le code des assurances en France date de très longtemps, mais ce code ne remonte qu'aux années 75. Et on a compilé, justement, la loi 30 et les RAP. Si vous prenez le code français, il y a des articles L et des articles L. Les articles L, c'est la loi héritée le 13 juillet 1930, et les R, ce sont les réglementations d'administration publique. Et d'ailleurs, c'est de ce code-là qu'on s'est inspiré pour créer le code CIMA. Voilà. Je voulais faire ce rappel historique pour dire que tout ça est extrêmement récent. En fait, évidemment, pour les plus jeunes d'entre vous, quand on parle des années 70, c'est comme si on remontait à la nuit des temps, mais en tout cas, tout ça est très frais dans notre esprit. Alors, c'est avec cela qu'on a travaillé. La FANAF s'est constituée en 1976 et a été l'interlocuteur de chacune des directions des autorités de tutelle dans les pays pris individuellement. Et puis, avec l'arrivée de Jean Diago à la tête de la FANAF, soutenu par les anciens présidents de la FANAF, on a pu mettre sur pied le code des assurances à travers le traité CIMA, puisque le code n'étant qu'une annexe du traité. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à légiférer et à moderniser tout simplement la conduite des sociétés d'assurance. Parce qu'on a commencé à déterminer les niveaux et les modes de calcul d'une marge de solvabilité, et puis définir des règles de couverture des engagements réglementés avec un catalogue de placement, des règles de limitation et des règles de couverture. Voilà comment les choses se sont déroulées dans le passé. Et puis, on a assisté à l'accélération. Parce que, comme je vous l'ai dit, de 1960, on a les indépendances jusqu'en 93, 92, aucun pays francophone
ne légiférer en matière d'assurance. On a repris ce qu'on a hérité de l'ancien colonisateur, mais on n'a pas bougé. Alors, de sorte que les notions de couverture d'engagement réglementaire, de détermination de marge de solvabilité n'existaient quasiment pas. Moi, je me rappelle, quand j'ai été nommé directeur Afrique à l'UAP International et que je suis venu à la tête de nos filiales, mais toutes ces notions-là n'existaient pas. Il a fallu les mettre en place pour essayer de protéger nos filiales. C'est avec l'arrivée du Code ciment, maintenant on a commencé à codifier tout cela. Et comme on avait une législation commune aux 14 pays de la zone ciment, tout est devenu... D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai connu des compagnies d'assurance qui avaient pris la totalité de leurs provisions techniques pour l'investir dans un seul actif, en construisant un immeuble. Alors, quand Ciment est arrivé, qui ont posé les règles de dispersion et les règles de limitation, ces sociétés-là se trouvaient en mal. Et dans le code, précisément, on avait fait attention à cela, mais ça a été modifié, de sorte que la Ciment, la CRCA, a été obligée à chaque fois de donner un délai de 3 ans pour que les sociétés se conforment à cette situation. Je crois que jusqu'à présent, il y a des sociétés qui ne sont pas encore parvenues à respecter cela. Parce que construire un immeuble à 4-5 milliards de francs en y mettant la totalité de ses provisions techniques, mais c'était d'une impuissance notoire. Alors toutes ces corrections arrivent par la suite. Bien. Aujourd'hui, la FANAF, c'est presque combien, je ne sais plus, c'est 194 compagnies d'assurance, avec un aliment qui est extrêmement intéressant. Et dans ce monde, ce chiffre-là, la partie ciment joue un rôle extraordinaire, c'est très important, mais il nous faut penser maintenant aux perspectives d'avenir. Moi, c'est cela qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Il y a eu des réalisations qui ont été faites dans le cadre du ciment où il y a eu la barimisation, la mise en œuvre des normes morales, par exemple, le fait de veiller, surtout nous en branche vie, au blanchiment de l'argent sale. Il y a eu également les nouvelles normes de gouvernance éditées par Ciment et jusqu'aux dernières décisions qui ont été prises en matière de réglementation de l'assurance. Mais pour l'avenir, nous allons nous retrouver sur des marchés où il y aura une très grande concentration dans les villes par l'urbanisation. Nous allons assister également à une augmentation assez substantielle de la classe moyenne, avec des pouvoirs d'achat beaucoup plus élevés. Nous allons assister à un accroissement, par exemple, du parc automobile, de la modification de l'habitat et tout cela. Donc, une modernisation du continent africain. Et je crois que ce sont là des créneaux que les assureurs, avec l'aide des pouvoirs publics, la modernisation des législations, sur lesquelles les assureurs devront se pencher. Et nous allons arriver dans l'ère du digital, nous y sommes même. Il faudrait que les compagnies d'assurance s'intéressent à ces secteurs d'activité. Et quand on voit tout cela, je crois qu'il y a matière à être optimiste, en sachant que depuis 2 jours, on parle de la faiblesse du taux de pénétration, c'est-à-dire le coût de l'assurance, la représentation de l'assurance dans le PIB de nos pays, qui est extrêmement faible, et il y a de la place pour tout le monde. C'est à cause de ça que je suis très pessimiste, très optimiste en ce qui concerne le développement de notre industrie
en Afrique. Là, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Patidjon. Je dis que vous êtes un exemple vivant du passé de l'assurance dans nos marchés et vous en avez donné l'exemple avec la maîtrise que vous avez donc sur l'ensemble du marché de la ciment et les actions de développement que vous avez pu faire pour l'assurance africaine. Nous allons passer avec la même idée sur nos marchés et cette fois-ci nous allons visiter un marché de monopole. Je vais donc retourner vers mon frère, mon ami, le président Ibata, qui traitera donc d'un marché et d'une société de droit national dans le contexte d'une économie de monopole. Monsieur Ibata, comme je dis, parmi tous ceux qui sont autour de moi, on ne les présente plus. C'est l'un qui a, je dirais, pratiquement l'assurance au Congo, avec l'ARC, avant donc de créer son groupe Assurance Générale du Congo. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Les décisions que certains États avaient eu à prendre, à savoir rentrer aussi dans le domaine des assurances pour essayer de financer ces économies naissantes, eh bien, au niveau du Congo, il avait été décidé de créer une société, Assurance et Réassurance du Congo, qui allait travailler avec les autres compagnies installées à Brazzaville, enfin au Congo de manière générale. Malheureusement, cette décision, semble-t-il, n'a pas plu à tous ceux qui étaient sur le marché et travaillaient donc sur ce marché-là. Alors, ces sociétés ont commencé à donner un certain nombre de points de vue, même des exigences pour que cette société soit créée. Le gouvernement de l'époque n'a pas cédé à ces exigences et a dit « Nous voulons créer une compagnie nationale pour qu'elle travaille dans le cadre économique national. Maintenant, ce que vous nous demandez, ce que vous nous exigez comme condition, nous ne pouvons pas accepter. » Alors, c'est ça ou c'est autre chose. Et c'est comme ça que, du jour au lendemain, les compagnies sur place se sont entendues pour quitter le marché congolais, se disant, nous partons. Et sûrement que le gouvernement va revenir sur ces façons de voir les choses, surtout qu'il n'y avait pas un encadrement important au niveau du Congo en ce qui concerne les assurances. Alors, ils pensaient que de toute façon, la compagnie a créé, se casserait la figure, excusez-moi du terme, se casserait la figure et qu'à ce moment-là, on rappellerait toutes ces sociétés pour travailler à leurs conditions. Voilà comment Assurance et Réassurance du Congo a vu le jour. Et bon, on a continué à travailler jusqu'à ce que, le temps est passé. Les gens sont revenus nous voir pour essayer de travailler avec, mais au sein de l'ARC, et le gouvernement n'a pas accepté. Voilà comment le marché congolais s'est mis en place. Et ensuite, avec l'adhésion à la FANAF, avec la SICA, la CIMA, la FANAF, aujourd'hui, le marché congolais a été ouvert et d'autres sociétés se sont installées sur la place du Congo avec donc la possibilité de travailler tranquillement.
Voilà, ça c'est un peu l'historique au niveau du marché congolais. Maintenant, par rapport à la FANAF, moi je pensais que, et on l'a dit depuis hier, que le bilan après 40 années d'existence, on peut affirmer que le bilan de la FANAF est bon, compte tenu du contexte de l'époque, juste après les indépendances politiques des pays d'Afrique noire francophone. Si la FANAF a pu atteindre un certain nombre d'objectifs, c'est grâce, je crois, à un travail acharné de ses cadres et aussi grâce à la concertation permanente avec la CIMA, organe de contrôle, regroupant les directions nationales des assurances des différents États membres. Cette concertation a été aussi faite au plan des États entre les DNA et les sociétés d'assurance, avec parfois quelques difficultés, il faut le dire, mais toujours avec bonheur. Ces 40 années passées, il faut maintenant envisager l'avenir dans un contexte de plus en plus ouvert au monde entier. La problématique ici est de savoir si devant cette mondialisation des économies, la FANAF est ou non appelée à disparaître. On peut se poser la question. Certes, avec la mondialisation, on voit fondre sur l'espace FANAF des grands groupes dont le but est pratiquement de reproduire les schémas des marchés d'assurance d'avant la création de la FANAF, à savoir des marchés sur lesquels les nationaux sont exclus ou réduits à la portion congrue. Nous pensons cependant que la FANAF, avec l'appui de la CIMA, dispose de quelques éléments pour ne pas disparaître et surtout peut conduire ces sociétés membres à avoir des chiffres d'affaires de plus en plus élevés. Il y a d'abord, ce que je pense, il y a d'abord ce mouvement que l'on observe dans tous les États, à savoir l'urbanisation. Les villes de l'espace FANAF sont de plus en plus peuplées. C'est donc là une occasion pour faire une grande sensibilisation sur la culture d'assurance dans les États, car nous savons que les taux de pénétration de la notion d'assurance sont assez faibles dans les marchés de l'espace FANAF. La FANAF et la CIMA peuvent instituer, par exemple, une journée de l'assurance dans chaque État, dans chaque marché. Il faut aussi, à la FANAF, proposer de nouveaux produits d'assurance à cette nouvelle population urbaine. Ce travail devrait se faire avec l'aide des directions nationales des assurances pour que les populations se sentent protégées. Il y a aussi l'existence des nouvelles technologies, comme on l'a dit depuis hier, qui permettent une excellente connaissance des clients potentiels avec de multiples manières de les approcher. Des actions de marketing et de commercialisation bien menées peuvent faire accroître les chiffres d'affaires des sociétés. Devant la mondialisation, le risque, nous l'avons dit plus haut, est de voir les sociétés locales disparaître ou réduites à la portion congrue. Il faudrait donc que la FANAF mette ses adhérents en situation de travailler dans ce contexte afin de garder son principe de base, à savoir promouvoir les marchés nationaux en aidant les sociétés locales à devenir de véritables sociétés à travers des séminaires de formation pour une meilleure gouvernance. Ceci pourrait se faire avec le concours de la CIMA, qui ne devrait pas être seulement un organe de répression, mais aussi un organe de conseil. Et comme je l'ai dit, en aidant la FANAF, en aidant les sociétés d'assurance de l'espace FANAF à avoir des conservations plus appréciables des risques qu'elles gèrent au regard de certaines dispositions du Code des assurances dans son article 308 des fameuses 75-25. Le financement des économies des États de l'espace FANAF peut aussi être une préoccupation pour les sociétés d'assurance qualifiées, d'investisseurs institutionnels, pourvoyeurs d'emplois et collectrices de taxes. La FANAF devrait approcher les financiers pour initier ou participer à la création d'organismes financiers pour le financement des économies locales, car la crainte avec les grands groupes
c'est de voir se reproduire le schéma d'avant la création de la FANAF, c'est-à-dire qu'aucun investissement dans les économies locales, mais épargne délocalisée pour d'autres marchés. Mon pays en sait quelque chose. La FANAF devrait poursuivre ses efforts sur les études de la microfinance. Il y a des choses à faire, comme on a dit, certainement des points qu'il faut sortir des textes, afin que cette microfinance soit un partenaire important dans le développement des économies des pays de l'espace. Il y a aussi la mise en place de réseaux, tels que, je le cite, excusez-moi, le réseau Globus, dans l'espace FANAF. La mise en place d'un réseau dans l'espace FANAF pourrait être de nature à aider les sociétés à améliorer leur capacité financière avec la création de pools interétatiques sur certains risques. Enfin, toujours en relation avec la CIMA, il faudrait que la FANAF obtienne dans les États une taxation raisonnable de certains produits de l'assurance vie afin d'inciter les consommateurs à prendre ces produits. Voilà brièvement, après tout ce qu'on s'est dit hier, ce que je pouvais dire par rapport à ce thème. Merci, Président. Merci bien, Monsieur le Président de l'AGC. Monsieur Ibata, un homme averti de la question et tenant compte de l'expérience que vous avez de notre assurance, je pense que les suggestions que vous avez énumérées aujourd'hui seront prises en compte par la FANAF. Parce que vraiment, c'est des points très intéressants et qui peuvent aider à booster encore notre marché d'assurance. Nous allons à présent passer à la réassurance. Je crois que ça se tient. Avant de voir les autres intervenants, la réassurance que M. Bakary Camara va traiter, il fera le point sur l'évolution de la réassurance au cours de ces dernières années. Il nous parlera de la cession légale, de la multiplicité de compagnies d'assurance en Afrique, et il se penchera, comme il a été demandé, sur le retour des assureurs européens sur les marchés africains. Monsieur Camara, on ne vous présente pas, vous êtes connu, vous avez parcouru tous les pays et vous avez visité toutes les compagnies. Je vous donne la parole. Le territoire de la FANAF originelle, je crois, le premier pays qui a eu l'idée de créer une société de réassurance qui n'existe plus malheureusement, c'était le Cameroun. La Caisse nationale d'assurance de réassurance du Cameroun, qui n'est plus, qui malheureusement n'existe plus. Et nous avons ce génie en Afrique de consentir d'énormes sacrifices pour bâtir des instruments économiques et ensuite, sous la base d'études assez sommaires, d'en décider la fin brutale. Ce fut le cas au Cameroun, ça a été le cas en Égypte aussi. Nous en sommes encore à regretter la disparition d'Égypte qui fut le premier réassureur africain créé en 1957. Donc la CNR, je crois au début des années 70, est née de ce constat, je pense qu'il vient d'être rappelé un peu parce que c'est la même attitude qui a prévalu aussi bien dans l'assurance vie que dans la réassurance. Je crois que c'est l'absence de coopération des opérateurs de l'époque avec les autorités, en tout cas les décideurs macroéconomiques, qui ont obligé un certain nombre de nos gouvernants à décider de la création de sociétés de réassurance. La CNR donc, puis par la suite les sociétés sous-régionales ou régionales, la CICARE, ou pour sortir du Cénacle FANAF, l'Africaré, et les autres sociétés nationales qui ont suivi par la suite, CNRE, etc. Aujourd'hui, selon les informations que j'ai, il semble que nous avons 17 réassureurs qui sont présents sur le territoire de la FANAF. Si le territoire originel, si on va au-delà, avec l'ouverture de la FANAF au marché non francophone,
je crois que nous approchons largement la vingtaine, si ce n'est la trentaine, sans compter les autres réassureurs qui viennent de l'extérieur, qui sont implantés en Europe ou en Amérique et qui souscrivent des affaires sur nos territoires. Ce qui veut dire qu'il y a certainement une pléthore. Il y a une pléthore parce que si on fait référence au chiffre d'affaires, aujourd'hui, selon les statistiques 2014, les primes de réassurance dans la zone FANAF s'élèvent à peu près 250 milliards de francs CFA. $1 demi-milliard simplement. Or, vous vous souviendrez, il y a une dizaine d'années de cela, avant les fusions et acquisitions, étaient considérés comme un réassureur moins tout réassureur qui avait un chiffre d'affaires supérieur à $500 millions. C'était il y a 10 ans. C'était avant les grandes fusions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je crois, sur la base des standards sur lesquels les professionnels vont se mettre d'accord, certainement un réassureur moins, c'est celui-là qui est aux alentours du $1 milliard. Même si les grands groupes que nous connaissons, qui ont toujours occupé la première et la deuxième place, n'ont pas vu une évolution significative de leur chiffre d'affaires, je pense notamment à Minucré et à Sustré. On a vu l'émergence de nouveaux groupes qui aujourd'hui comptent parmi les 10 premiers, notamment des pays venant de l'Extrême-Orient ou de l'Asie du Sud, notamment. Je pense notamment à la Korean Ray de Corée du Sud et à GIC Ray d'Inde, qui aujourd'hui, la Korean Ray, je crois, est en 5e ou en 6e position, et GIC un peu. Nos réassureurs de zone FANAF, je crois, aujourd'hui, sont en assez grand nombre, représentent un marché alternatif intéressant, parce que pour la santé de notre industrie, il n'eût été pas bon qu'il y ait une situation oligopolistique, c'est-à-dire que certains réassureurs, simplement, un groupe de 2 à 3 réassureurs, puissent être la seule référence à laquelle il va falloir s'adresser. Aujourd'hui, la concurrence est telle que les petits réassureurs régionaux, locaux, tiennent la drague haute aux grands groupes internationaux et offrent des services qui, certes, même s'ils n'atteignent pas en qualité ou en sophistication ce qui est développé par les grands groupes, sont quand même d'un attrait assez particulier. Monsieur le Président, il y a un certain nombre de chiffres que j'ai donné déjà les chiffres de l'évolution de la situation du marché de la réassurance en disant que dans le cas de la FANAF, à peu près 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, mais il faut simplement garder à l'esprit que 90% de ce chiffre est de la réassurance non-vie. D'abord parce que le marché d'assurance vie n'est pas assez développé dans nos pays, et ensuite parce que c'est des produits à forte rétention originelle de la part des cédantes. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, les cédantes souscrivent les produits vie pour propre compte et cèdent très peu en réassurance aux réassureurs. Je disais donc qu'il y avait 17 réassureurs sur le marché. Une évolution intéressante au cours de ces 10 dernières années, c'est la naissance de réassureurs privés dans la zone FANAF. Jusqu'à la fin des années 90, les initiatives de création de sociétés de réassurance étaient essentiellement le fait d'États ou de groupes d'États. Groupes d'États dans le cas de l'Union africaine pour l'Africaré, dans le cas de la CIMA pour la SICARé, et puis individuellement la SENRE, puis graduellement on a vu la création de sociétés privées de réassurance. Ce marché en particulier, la Côte d'Ivoire compte, je crois, à peu près au moins 2 ou 3 réassureurs privés. En sus, des captives. C'est là aussi un nouveau phénomène que nous avons constaté sur le plan international et qui commence à prendre pied aussi sur nos territoires. Je ne vais pas être long, mais je voudrais m'interroger sur non pas la pertinence, mais la viabilité, la soutenabilité de ces initiatives de création de sociétés de réassurance. Au moment où la tendance, le cheminement est vers une plus grande concentration, une fusion des grands groupes d'assurance de réassurance. Je crois que la seule année où il y a eu un peu de répit du point de vue de la fusion et des fusions et des acquisitions, c'est 2015. Auparavant, on a vu des rapprochements extrêmement intéressants.
Je donne un exemple pour ne pas aller très loin en dehors de l'Afrique. Ce n'est peut-être pas de la réaction, c'est de l'assurance directe. Le second marché en importance en Afrique, le Maroc, a vu, par exemple, les deux plus grands groupes se rapprocher et constituer une seule et même entité qui contrôle aujourd'hui un peu plus du tiers du marché marocain. Est-ce que ce n'est pas là, c'est la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une tendance inévitable pour l'ensemble des opérateurs de nos marchés, dont notamment les RSE? Certes, la nouvelle législation a fixé le capital minimum, je crois, à 20 millions de dollars, c'est 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA, c'est certainement un capital décent, un capital conséquent pour une compagnie d'assurance directe, mais certainement pas pour une compagnie de réassurance qui veut compter parmi les opérateurs, même dans sa sous-région, même dans son propre pays. Quand on voit les statistiques des sessions de primes de réassurance, on se rend compte qu'elles viennent essentiellement pays par pays, des pays pétroliers de la zone CIMA, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, même s'il n'y a pas une grande transparence dans ce processus de la part de ce pays par rapport aux chiffres. Cela veut dire que donc ce sont les risques de pointe qui sont principalement fortement réassurés. À un moment donné, la question c'est est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'on peut être un opérateur significatif avec un capital de 10 milliards? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager dès à présent, pour les années à venir, des rapprochements entre les différents opérateurs, en n'occultant pas cette réalité aussi, c'est que dans nos pays, pendant encore un certain temps, certainement les États continueront à être des acteurs économiques. Bien entendu, c'est la mixité des entreprises. Je suis personnellement un partisan de la mixité des entreprises, c'est-à-dire la conjonction des efforts des pouvoirs publics et des initiatives individuelles. Nous avons vu que l'expérience a assez bien réussi dans le cas de l'Afrique carrée, comme le cas de l'Afrique carrée ou de la CNRE au Sénégal. Pourquoi n'envisagerions-nous pas demain la possibilité de regrouper un certain nombre de sociétés de réassurance? Ça, c'est la première piste de réflexion que je voudrais lancer. L'autre interpellation que j'ai, c'est la nouvelle législation en matière de réassurance qui vient d'entrer en vigueur, qui est trop récente pour qu'on puisse apporter une appréciation, un jugement objectif. Moi, je voudrais personnellement inviter la FANAF à ne pas rester en marge de cette évolution, de ce débat, pour éviter ce que l'expérience assez difficile que vivent un certain nombre d'opérateurs dans des pays, notamment où la solvabilité d'eux est entrée en vigueur en Europe, ou SAM, Solvency Asset Management en Afrique du Sud, où les opérateurs se plaignent d'avoir pas été partie prenante aux discussions, à l'élaboration des différentes, ou à la codification à la mise en place de cette réglementation-là. Parce que si nous restons en deçà, si nous restons en marge, si nous sommes sur le bord de la route, forcément le législateur va aller de l'avant, prendre des décisions qui s'appliqueront à nous, qui peuvent ne pas être tout à fait pertinentes, qui peuvent être difficiles d'application, mais que nous serons forcés de mettre en œuvre. Il va sans dire qu'aujourd'hui, nous avons une législation qui vient d'être créée. Il y avait une réflexion qui avait été entreprise il y a quelques années dans le cadre de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Je ne sais pas si elle a été abandonnée, mais elle eût été intéressant de la relancer. C'était de dire quid si on pouvait à partir d'un siège unique pouvoir faire son commerce en réassurance sur plusieurs territoires, à la condition bien entendu qu'il y ait un échange d'informations, qu'il y ait une transparence totale de l'information du contrôleur du siège vers les contrôleurs des pays d'opération. Parce que là, on a constaté effectivement qu'il y a eu un émiettement du capital de certains groupes parce qu'il fallait constituer des succursales ou des filiales un peu partout, saucissonner ce capital-là. Je reviens à ceci pour dire tout simplement que dans le cadre de notre organisation, peut-être aussi qu'il faut envisager cette possibilité. Je sais que la question a été évoquée hier
de l'agrément unique. Et cela me paraît plus pertinent encore dans le cadre des sociétés de réassurance. D'autant que le contrôle d'une société de réassurance n'est pas aussi simple ou n'est pas la même que celle d'une société d'assurance directe. Donc forcément, il y a des compétences, il y a des talents que cela va exiger que certains de nos territoires, certains de nos pays n'ont pas forcément. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être long. Je pense que ce sont quelques réflexions que je voulais soulever. Dans la suite des débats, peut-être que nous en aborderons d'autres. Je vous remercie.